J'ai reçu une notification de la banque me demandant de payer les mensualités d'un prêt de 800 000 $. Sous le choc, je leur ai dit que je ne l'avais jamais demandé. Après avoir enquêté, j'ai découvert que ma sœur avait utilisé mes données pour acheter une maison. Le jour de sa grande inauguration, elle m'a vu à l'intérieur. Quand elle m'a demandé comment j'étais entré, j'ai ri et j'ai montré le fonctionnaire de la banque. Son visage a pâli instantanément. Je suis Amanda Walker, j'ai 29 ans et je me suis toujours enorgueilli de mon dossier de crédit parfait. C'est pourquoi, quand mon téléphone a sonné avec une notification de la banque concernant le paiement d'un prêt de 800 000 $ qui arrivait à échéance, mon cœur a failli s'arrêter. Cela devait être une erreur. Le représentant du service clientèle a confirmé qu'un prêt avait été traité à mon nom avec toutes mes données personnelles. Lorsqu'il a mentionné l'adresse du bien, un frisson m'a parcouru le dos. Ce quartier-là, c'était là que ma sœur Rachel cherchait une maison. Si tu regardes ceci, s'il te plaît, mets un like et abonne-toi, et dis-moi d'où tu me regardes. Tu ne vas pas croire comment j'ai retourné la trahison la plus choquante de ma vie. Avant que cette notification fatidique ne change tout, ma vie à Chicago était exactement comme je l'avais planifié. Après avoir été diplômé avec mention en finance à Northwestern, j'ai décroché un emploi chez Meridian Financial Partners, l'un des cabinets les plus prestigieux du Midwest. Pendant 6 ans, je suis passé d'analyste junior à conseillère financière senior, gérant des portefeuilles pour des clients fortunés. Mon appartement n'était pas luxueux, une chambre à Lincoln Park, mais il était à moi, et je l'ai décoré avec soin, économisant pour chaque meuble au lieu de m'endetter. Mes parents, Margaret et Richard Walker, ont toujours insisté sur la responsabilité financière, surtout après les difficultés qu'ils ont connues au début de leur mariage. « Vis selon tes moyens », disait souvent mon père, et j'ai pris ce conseil très à cœur. Ma relation avec mes parents était solide. Les dîners du dimanche dans leur maison de banlieue étaient un rituel. Ma mère cuisinait toujours trop et me renvoyait chez moi avec les restes. Mon père parlait d'investissement avec moi, fier que j'ai suivi ses pas dans les finances après sa retraite de la banque. Ensuite, il y avait Rachel, ma sœur aînée de 3 ans. Notre relation était compliquée. De l'extérieur, nous semblions assez proches. Nous nous présentions aux événements familiaux, échangions des cadeaux d'anniversaire et maintenions l'apparence d'une affection fraternelle. Mais en dessous coulaient des courants de tension qui existaient depuis l'enfance. Rachel a toujours été la jolie, avec les yeux bleus saisissants et les cheveux blonds naturels de notre mère. Moi, je ressemblais à notre père, pratique, analytique, avec des cheveux et des yeux bruns pas remarquables. Tandis que j'excellais sur le plan académique, Rachel se frayait un chemin dans la vie grâce à son charme. Sa personnalité magnétique lui ouvrait des portes que ma dévotion aux études ne pouvait pas. Rachel pourrait vendre de la glace à un Esquimau, disait souvent notre grand-mère avec admiration, et c'était vrai. Ma sœur avait un talent étonnant pour obtenir ce qu'elle voulait, que ce soit le dernier biscuit, le rôle principal dans la pièce de l'école ou l'attention de nos parents. Le schéma a commencé tôt. Quand j'avais 6 ans, j'ai reçu une Barbie édition limitée pour mon anniversaire, le seul article que j'avais entouré dans le catalogue et dont j'avais rêvé pendant des mois. 2 jours plus tard, je l'ai trouvée dans la chambre de Rachel, avec les cheveux coupés et sans vêtements. Quand je m'en suis plainte à nos parents, Rachel a pleuré et a dit que je la lui avais donnée puis que j'avais changé d'avis. « Sois généreuse avec ta sœur », a dit maman en essuyant les larmes de crocodile de Rachel. J'ai alors appris que les preuves et la vérité comptaient moins que la perception et l'émotion, du moins en ce qui concernait Rachel. À mesure que nous grandissions, l'acte de prendre a évolué. Au lycée, elle empruntait mes vêtements sans demander, les rendant tachés ou détendus. À l'université, elle a utilisé ma carte d'étudiante pour assister à des événements du campus quand elle a perdu ses privilèges à cause d'un incident lors d'une soirée de fraternité. Après l'obtention du diplôme, elle a, accidentellement, utilisé les informations de ma carte de crédit enregistrée sur notre compte Amazon familial partagé pour une virée shopping. Chaque fois, il y avait une excuse, des excuses qui semblaient sincères et la promesse que cela n'arriverait plus jamais. Et chaque fois, je lui pardonnais, parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Malgré ces irritations, j'ai maintenu des limites. Je n'ai jamais partagé mes mots de passe, j'ai gardé les documents importants dans un classeur verrouillé et j'ai surveillé mon crédit régulièrement. Je pensais être suffisamment prudente. Pendant que Rachel sautait d'un emploi à l'autre agente immobilière, coordinatrice marketing, personal shopper, moi, j'ai construit ma carrière méthodiquement. Elle a épousé Brandon Phillips, un promoteur commercial, lors d'un mariage fastueux que nos parents ont aidé à financer malgré leurs économies limitées pour la retraite. Je suis resté célibataire jusqu'à ce que je rencontre Daniel Thompson lors d'une gala caritative il y a 2 ans. Daniel était différent des hommes que j'avais fréquentés auparavant. Attentionné, sûr de lui et vraiment gentil. En tant que physiothérapeute pédiatrique, il abordait la vie avec compassion et pragmatisme. Il comprenait mon approche prudente des finances et partageait des valeurs similaires, bien qu'il fût plus spontané que je ne le serais jamais. « Tu m'équilibres », disait-il en m'écartant de mes feuilles de calcul pour tenter simplement un nouveau restaurant.
Avec ma carrière bien établie et notre relation qui se renforçait, j'avais commencé à planifier mon prochain objectif, devenir propriétaire. Pendant 3 ans, j'avais économisé de manière agressive pour un apport initial, renonçant aux vacances et au viré shopping. Ma récente promotion et primes m'ont placé à portée de mon objectif. Daniel et moi avions commencé à regarder des condos de manière informelle, même si nous prenions notre temps. Le vendredi précédant la notification de la banque, nous avions célébré mon 30e anniversaire imminent par un petit dîner dans mon appartement. Rachel et Brandon sont venus avec une bouteille de champagne coûteuse et une carte disant « Au nouveau départ ». Je me souviens que Rachel m'a serré dans ses bras avec une force inhabituelle en murmurant « Tout va bientôt changer, petite sœur ». Je pensais qu'elle parlait de l'approche de mon anniversaire, ou peut-être savait-elle les sous-entendus de Daniel sur une future demande en mariage. Si seulement j'avais su de quoi elle parlait vraiment. La notification est arrivée un mardi matin, alors que je me préparais pour une réunion avec un client. L'application bancaire sur mon téléphone a sonné avec ce que j'ai d'abord supposé être mon alerte de compte habituelle. Au lieu de cela, le message m'a glacé. Votre paiement mensuel de 4 267,89 $ pour le prêt numéro 4 582 937 arrive à échéance dans 7 jours. J'ai cligné des yeux, certaine que c'était une erreur. J'avais un petit prêt automobile et un solde modeste sur ma carte de crédit, que je payais religieusement. Mais rien qui s'approchait même de loin d'un paiement de cette taille. Avec des doigts tremblants, j'ai appelé le numéro du service client de la banque. Bonjour, Nordiste Fédéral, Gregory Thompson à l'appareil. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? La voix du représentant était professionnellement enjouée. Bonjour, je viens de recevoir une notification concernant le paiement d'un prêt, mais je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai aucun prêt de cette taille. J'ai essayé de garder une voix ferme en expliquant la situation. Je serais ravi de vérifier cela pour vous. Pourriez-vous me donner votre nom et les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale pour vérification? Après avoir confirmé mon identité, M. Thompson a recherché les informations de mon compte. La pause avant qu'il ne parle a envoyé des signaux d'alarme dans tout mon corps. Mademoiselle Walker, selon nos dossiers, vous avez contracté un prêt hypothécaire d'un montant de 800 000 $ il y a environ 6 semaines. Le bien est situé au 1542 Lac Butter. Le prêt a été approuvé sur la base de votre historique de crédit, de la vérification de vos revenus et de l'estimation du bien. J'ai senti mon estomac se nouer. C'est impossible. Je n'ai jamais demandé de prêt hypothécaire, encore moins de 800 000 $, et je ne sais rien d'un bien à Lakeview Terrace. Je comprends votre inquiétude, mademoiselle Walker. C'est une affaire sérieuse. En regardant la demande, il semble qu'elle ait été envoyée en ligne avec toutes vos informations personnelles, y compris votre numéro de sécurité sociale, vos informations d'emploi et votre signature électronique. Mon esprit s'est emballé. Vol d'identité, cela devait être cela. Mais qui aurait accès à tant d'informations personnelles sur moi? J'ai besoin de contester cela immédiatement, ai-je dit. C'est une fraude. Le ton de M. Thompson est devenu préoccupé. Dans ce cas, je vais vous transférer immédiatement à notre service des fraudes. Ils vous guideront dans la démarche de dépôt d'une réclamation et de mise en place d'un gel sur toute activité future. Les 2 heures suivantes ont disparu dans un labyrinthe bureaucratique tandis que je parlais avec le service des fraudes, remplissais des rapports et prenais rendez-vous en personne à la banque pour le lendemain. La réunion me ferait rater une présentation importante à un client, mais tout mon avenir financier était en jeu. Ce soir-là, j'ai tiré mes rapports de crédit des 3 agences. Ce que j'ai trouvé m'a donné des vagues de nausées. Il n'y avait pas seulement une hypothèque de 800 000 $ à mon nom, mais 3 nouvelles cartes de crédit avaient été ouvertes le mois dernier avec des soldes combinés de plus de 50 000 $. Les achats comprenaient des meubles, des appareils électroménagers et des appareils électroniques haut de gamme. L'adresse figurant sur tous ces comptes était 1542 Lac Butter, une propriété que je n'avais jamais vue dans un quartier exclusif au nord de la ville. Avec des mains tremblantes, j'ai tapé l'adresse sur Google Maps. La vue de rue montrait une magnifique maison de style colonial, avec une pelouse bien entretenue et une allée circulaire. J'ai zoomé pour voir le quartier et j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était Laxadat, une communauté exclusive où les maisons commençaient à $1 million. Rachel avait mentionné cette zone à plusieurs reprises l'année dernière, soupirant devant les annonces immobilières et m'entraînant à une journée portes ouvertes là-bas l'été dernier. Un jour, avait-elle dit en regardant avec envie une maison coloniale similaire, je vivrai dans une maison comme celle-ci. Un terrible soupçon s'est formé dans mon esprit. J'ai appelé Rachel immédiatement, mais l'appel est allé directement sur la messagerie. Je lui ai envoyé un texte. J'ai besoin de te parler d'urgence, c'est important. Aucune réponse. Puis j'ai appelé mes parents. Maman, Rachel a-t-elle mentionné qu'elle a récemment acheté une nouvelle maison? Ma mère a hésité une fraction de seconde trop. Pourquoi tu demandes, ma chérie?
Maman, s'il te plaît, c'est important. Elle a soupiré. Eh bien, oui, elle et Brandon viennent d'acheter un superbe endroit à Laxadat. Ils sont très excités, ils vont faire une pendaison de crémaillère ce samedi. Je pensais que tu le savais. Tu n'as pas reçu l'invitation? Le sang s'est glacé dans mes veines. Quelle est l'adresse? Laisse-moi voir l'invitation. 1542 Lactaire. Amanda, que se passe-t-il? Tu as l'air étrange. Je ne pouvais pas encore me décider à expliquer la situation à ma mère, pas avant d'avoir tous les faits. Je te rappellerai, maman, je dois vérifier quelque chose. Après avoir raccroché, j'ai cherché dans mes emails et j'ai trouvé l'invitation numérique de Rachel, envoyée il y a 3 jours et enterrée sous des messages de travail. L'objet disait « Inauguration de notre maison de rêve », avec un gif animé de coupe de champagne qui s'entrechoque. Je ne l'avais pas ouverte, supposant que c'était juste une autre des fêtes extravagantes de Rachel. L'invitation a confirmé mes pires craintes. Rachel et Brandon allaient célébrer une inauguration au 1542 Lac Butter, l'adresse du prêt frauduleux à mon nom. Il m'a été impossible de dormir cette nuit-là. J'ai recherché les lois sur le vol d'identité, les peines pour fraude hypothécaire et la façon de me protéger de dommages supplémentaires. Plus j'apprenais, plus je me sentais dévasté. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était une trahison si profonde qu'elle me rendait physiquement malade. Au matin, une question brûlait dans mon esprit. Comment ma propre sœur a-t-elle pu me faire cela? La réunion au Northeast Federal Bank le lendemain a confirmé mes pires soupçons. Je me suis assise en face de M. Thompson et de sa collègue de l'unité d'investigation des fraudes, Martha Reyes, tandis qu'ils étalaient des documents sur la table de la salle de conférence. Mademoiselle Walker, voici des copies de la demande de prêt présentée à votre nom, dit Martha en faisant glisser plusieurs papiers vers moi. Reconnaissez-vous la signature? J'ai examiné la signature électronique. Elle ressemblait à la mienne, mais avec des différences subtiles. La boucle du A de Amanda était trop ronde, la barre du T trop longue. Ce n'est pas ma signature. Mais quelqu'un a essayé de la faire passer pour la mienne. Et voici la pièce d'identité fournie lors du processus de vérification en ligne, continua-t-elle en me montrant un scan de mon permis de conduire. Mon estomac s'est noué, c'était bien mon permis, le même que j'avais déclaré perdu 3 mois plus tôt après un dîner avec Rachel. J'avais pensé qu'il était tombé de mon portefeuille au restaurant. Il faut beaucoup d'informations personnelles pour remplir cette demande, expliqua M. Thompson. Votre numéro de sécurité sociale, votre historique d'emploi, vos déclarations d'impôts, vos relevés bancaires. Ma sœur aurait accès à presque tout cela, ai-je murmuré. Nous avons grandi dans la même maison. Elle connaît mon anniversaire, le nom de jeune fille de ma mère, probablement même le nom de mon premier animal pour les questions de sécurité. Et elle est entrée dans mon appartement d'innombrables fois. Martha hocha la tête avec compassion. La fraude familiale est malheureusement fréquente, même si rarement à cette échelle. Avez-vous des preuves que votre sœur est directement impliquée? Pas encore, mais j'y travaille. En sortant de la banque, j'ai appelé l'enquêteur privé que Daniel m'avait recommandé. Maxwell Jenkins a accepté d'examiner les finances de Rachel et Brandon et de réunir toutes les preuves possibles les liant au prêt frauduleux. Pendant que j'attendais son rapport, j'ai parcouru les réseaux sociaux de Rachel. Là, posté il y a une semaine, une photo d'elle fière devant le 1542 Lakeview Terrace. Légende, les rêves deviennent réalité. Les commentaires débordaient de félicitations et de questions sur la manière dont ils avaient pu se payer une maison aussi magnifique. La réponse de Rachel à quelqu'un m'a fait bouillir. Le travail acharné et une planification financière intelligente, ça paie. J'ai cherché d'autres photos, Rachel exhibant la cuisine gourmande, Brandon grillant sur la vaste terrasse, des selfies devant la cheminée en marbre. Ils vivaient dans une maison achetée avec mon identité volée, se pavanant pendant que je frôlais la ruine financière. L'invitation formelle à la pendaison de crémaillère est arrivée dans ma boîte aux lettres cet après-midi-là. Une carte élégante avec relief doré. À l'intérieur, Rachel avait écrit « J'ai hâte de te montrer notre nouvelle maison. Tu vas être super jalouse. Je t'aime, petite sœur. » Ce soir-là, mes parents sont venus après que j'ai insisté pour qu'on parle en personne. Ils se sont assis, mal à l'aise, sur mon canapé pendant que je faisais les 100 pas. « Avez-vous aidé Rachel et Brandon à acheter leur nouvelle maison ?» ai-je demandé directement. Ils ont échangé un regard. « Non, chérie, » répondit mon père. « Nous ne pouvions pas nous le permettre. Tu sais bien que notre retraite n'est pas si grosse. » Alors comment pensez-vous qu'ils ont pu se payer une maison de 800 000 $ à Laxadat? La société de Brandon est en difficulté depuis la pandémie, et Rachel n'a pas gardé un emploi stable depuis des années. Ma mère tournait son alliance. Rachel a dit que Brandon avait fait quelques placements intelligents qui ont rapporté. Nous n'avons pas demandé de détails. Et ça ne vous a pas paru suspect qu'il puisse soudain se permettre un manoir? Mon père prit un ton sévère. « Amanda, qu'insinues-tu » J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout déballé.
le prêt frauduleux, l'identité volée, les cartes de crédit, l'enquête. Pendant que je parlais, le visage de ma mère se froissait, celui de mon père rougissait de colère. Il doit y avoir une erreur, insista ma mère. Rachel ne ferait pas ça. Comme quoi, maman? Comme voler ma Barbie quand j'avais 6 ans? Comme emprunter mes vêtements au lycée? Comme utiliser ma carte d'étudiante à la fac? Comme utiliser accidentellement ma carte de crédit? C'est juste Rachel qui fait ce que Rachel a toujours fait, prendre ce qui est à moi, mais à une échelle beaucoup plus grande. Mon père se leva, son esprit d'ancien banquier calculant déjà les implications. Si tout cela est vrai, c'est un crime fédéral. Rachel pourrait aller en prison. Je sais, papa, ma voix s'est brisée. Tu crois que je veux ça? Mais moi, je risque quoi? Mon crédit est ruiné. Je suis responsable d'une dette de près d'1 million de dollars. Mon avenir est détruit parce que Rachel voulait une maison qu'elle ne pouvait pas se payer. Ma mère éclata en sanglots. Il doit y avoir une autre explication. Peut-être que Brandon a fait ça sans lui dire. J'ai ri amèrement. Maman, tu trouves toujours des excuses pour Rachel. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ils sont partis en promettant de parler à Rachel pour avoir sa version. Je savais que ça ne servirait à rien. Rachel nierait tout, pleurerait, les culpabiliserait de douter d'elle. Le schéma était trop ancré. Après leur départ, je me suis effondré sur mon lit, le poids de la trahison m'écrasant la poitrine. Daniel est venu, m'a prise dans ses bras pendant que j'oscillais entre larmes et rage. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait ça, sanglotai-je sur son épaule. Ma propre sœur. Elle me déteste à ce point? Daniel me caressait doucement les cheveux. Je ne pense pas que ce soit de la haine, Amanda. Certaines personnes se sentent simplement autorisées à prendre ce qu'elles n'ont pas gagné. Elles ne pensent pas aux conséquences, parce qu'elles n'en ont jamais vraiment affronté. Ces mots ont déclenché un souvenir. À 12 ans, Rachel avait pris mon journal intime et avait lu mes pensées privées à voix haute devant ses amis lors d'une soirée pyjama. Quand je l'avais confrontée, dévastée par cette violation de ma vie privée, elle avait haussé les épaules. Si tu ne voulais pas que les gens le sachent, tu n'avais qu'à pas l'écrire. Aucune excuse, aucune reconnaissance de la douleur causée, juste un rejet de mes sentiments. Cette nuit-là, tandis que Daniel dormait à côté de moi, j'ai regardé le plafond en me demandant ce que l'avenir me réservait. Mes plans soigneusement construits étaient en ruine. L'apport que j'avais économisé irait peut-être maintenant à des frais juridiques. Mon score de crédit parfait, protégé si diligemment, était détruit. La promotion pour laquelle j'avais tant travaillé pourrait être compromise si ma réputation pro se trouvait entachée. Tout cela parce que Rachel voulait une maison qu'elle ne pouvait pas se payer, et a décidé de voler mon identité financière pour l'obtenir. Le lendemain matin, Maxwell m'a appelé avec ses premiers résultats. La société de développement de Brandon Phillips est au bord de la faillite, annonça-t-il. Ils vivaient sur des cartes de crédit depuis des mois. Impossible qu'ils aient obtenu cette hypothèque légalement. Et la demande de prêt. Je poursuis mes recherches, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. L'ordinateur portable de ta sœur a été réparé dans un atelier le mois dernier. Le technicien se souvient qu'elle a demandé comment utiliser Photoshop pour éditer des PDF. Une autre pièce du puzzle venait de s'emboîter. Rachel avait modifié numériquement mes documents pour créer la demande de prêt frauduleuse. Pour le vendredi, 3 jours après avoir découvert la fraude, mes émotions s'étaient cristallisées. Ma peine s'était transformée en détermination. J'ai contacté mon amie avocate, Jessica Martinez, spécialiste des délits financiers. D'après ce que tu viens de me raconter, c'est clairement un cas de vol d'identité et de fraude hypothécaire, m'a-t-elle dit. Les preuves sont accablantes. Si tu portes plainte, ta sœur risque une peine de prison sérieuse. Quelles sont mes options? Ai-je demandé. Tu peux engager des poursuites pénales, Rachel irait sans doute en prison. Ou tu peux intenter une action civile pour récupérer les dommages et réparer ton crédit. Ou encore, tenter un accord privé où elle te dédommage sans passer par le tribunal, mais c'est risqué. Et si je ne fais rien? Son expression est devenue grave. Alors la dette reste à ton nom. Une saisie hypothécaire ruinerait encore plus ton crédit. Tu aurais du mal à louer un appartement, à obtenir un prêt auto, même à décrocher certains emplois. La réalité m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas qu'une trahison de la confiance. Rachel avait peut-être détruit mon futur financier. À l'approche du samedi, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas laisser Rachel s'en tirer. Plus d'excuses, plus de pardon sans conséquence. Pour une fois, ma sœur allait faire face aux résultats de ses actes. Le samedi matin, j'ai retrouvé M. Thompson à l'agence nordiste fédérale. Après presque une semaine d'enquête, la banque avait rassemblé des preuves solides de la fraude. Nous avons vérifié que l'adresse IP utilisée pour envoyer la demande de prêt correspond au service Internet du domicile de votre sœur, expliqua-t-il, posant des documents sur son bureau. La signature électronique a été créée avec un programme enregistré au nom de Rachel Phillips,
et nous avons des images de vidéosurveillance la montrant entrant dans une agence pour déposer des pièces supplémentaires. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Cela dépend de vous, mademoiselle Walker. La banque peut poursuivre pénalement, ou nous pouvons travailler avec vous pour une solution qui protège votre situation financière. J'ai réfléchi attentivement. Je veux la confronter aujourd'hui à la pendaison de crémaillère. Je veux qu'elle avoue devant tout le monde. Monsieur Thompson a levé les sourcils. C'est inhabituel. Ma sœur m'a tout pris toute notre vie sans jamais de conséquences. Cette fois sera différente. Seriez-vous prêt à m'accompagner comme représentant de la banque? Il a hésité. Ce n'est pas la procédure standard, mais vu les circonstances, oui, je peux venir officiellement. Nous avons passé l'heure suivante à planifier notre approche. Monsieur Thompson apporterait toutes les pièces du dossier, documents falsifiés, constatation de l'enquête et formulaire pour transférer immédiatement la responsabilité du prêt à Rachel et Brandon. J'ai appelé Maxwell pour le mettre au courant. Peux-tu nous rejoindre avant que la fête commence? J'ai besoin de toutes tes preuves sur place. J'y serai, a-t-il promis. Et j'ai trouvé autre chose. Ton beau-frère Brandon n'est peut-être pas au courant. Ces textos montrent qu'il croit que l'hypothèque est légitime. Cette info m'a troublé. Était-il une victime ou avait-il simplement fermé les yeux? Quoi qu'il en soit, il affronterait les conséquences avec Rachel. J'ai ensuite appelé Daniel. Tu es sûr de vouloir faire ça? A-t-il demandé après que je lui ai expliqué le plan. Ça va être explosif. Je suis sûr, ai-je répondu. Rachel doit affronter ce qu'elle a fait, et moi je dois me défendre. Alors je serai à tes côtés, a-t-il promis. En me préparant pour la confrontation, je passais du doute à la culpabilité. Malgré tout, Rachel restait ma sœur. Allais-je vraiment exposer ses crimes et peut-être l'envoyer en prison? Puis j'ai repensé aux conséquences que je subirais si je n'intervenais pas. Mon crédit ruiné pendant des années, mes projets anéantis. Je ne pouvais pas me sacrifier davantage. J'ai appelé mes parents une dernière fois, leur donnant une chance d'intervenir. Je vais confronter Rachel à la pendaison de crémaillère cet après-midi, leur ai-je dit. Si vous pouvez la convaincre d'avouer et de réparer avant la fête, je pourrai régler ça en privé. Mon père a toussé, mal à l'aise. Nous avons essayé de lui parler, Amanda. Elle nie tout, dit que tu es jalouse de son succès. Évidemment. Alors vous découvrirez la vérité aujourd'hui, comme tout le monde. Après avoir raccroché, je me suis assise avec une boîte de souvenirs d'enfance, photos de châteaux de sable, de fêtes d'anniversaire, de grimaces à ma remise de diplôme. J'ai sorti un bracelet de l'amitié que Rachel m'avait faite quand j'avais 10 ans, un rare geste d'affection. M'avait-elle jamais vraiment aimé, ou avais-je toujours été quelqu'un qu'elle pouvait utiliser? L'après-midi a apporté une clarté nouvelle. Cette confrontation ne concernait pas seulement le prêt, mais la fin d'un schéma de prise et d'excuses. J'ai enfilé une robe noire sobre et des bijoux discrets, rien que Rachel puisse utiliser pour dire que je voulais la voler la vedette. Daniel est arrivé à 16 heures, élégant et rassurant. Prête? A-t-il demandé en serrant ma main. J'ai inspiré profondément. Prête. Nous avons convenu de retrouver Monsieur Thompson et Maxwell à un pâté de maison de la maison à 16h30, 30 minutes avant le début officiel de la fête. La pendaison de crémaillère était annoncée de 17h à 20h, laissant largement le temps aux invités d'admirer la maison achetée frauduleusement. En route vers l'Axadat, mon téléphone a vibré. Un texto de Rachel. J'ai hâte que tu vois notre nouveau palais. Pas une once de peur, juste de la vantardise. Toute hésitation restante s'est évaporée. Nous sommes arrivés pile à 16h30. Monsieur Thompson nous attendait, porte-documents à la main. Maxwell est arrivé aussitôt, ajoutant son dossier de preuves à notre arsenal. Selon les documents de prêt, il y a une clé dans un boîtier sécurisé sur le côté pour les évaluateurs, expliqua Monsieur Thompson. Code 5829. Daniel a demandé. On entre avant qu'il ne s'attende à voir des invités. J'ai hoché la tête fermement. Je veux être à l'intérieur quand elle arrivera. Nous avons marché jusqu'au 1542 Lakeview Terrace. La maison était encore plus impressionnante en vrai. Colonne blanche, jardin impeccable, garage triple. Trouver le boîtier et la clé a été simple, et j'ai eu l'étrange sensation que cette maison était techniquement à mon nom. Nous sommes entrés dans le grand hall, sol en marbre, escalier majestueux, lustre en cristal. Les traiteurs s'activaient déjà dans la cuisine. Une employée est venue vers moi. Madame Phillips? Le bar est installé dans le solarium. Je ne suis pas Madame Phillips, ai-je répondu calmement. Je suis Amanda Walker, la personne dont l'identité a été volée pour acheter cette maison. Ses yeux se sont écarquillés avant qu'elle ne s'éclipse discrètement. Nous avons fait le tour, chaque meuble luxueux, chaque reçu photographié par Maxwell. À 16h50, nous avons entendu la porte du garage. Je me suis posté au centre du salon. Daniel, Monsieur Thompson et Maxwell légèrement en retrait.
Mon cœur cognait tandis que j'entendais la voix joyeuse de Rachel. Les traiteurs devraient être prêts. J'ai hâte de voir la tête de tout le monde. Elle est entrée, bras chargés de sacs. Brandon la suivait avec une caisse de champagne. Ils se sont figés en me voyant. Amanda, tu es en avance. Comment es-tu entrée? Bonjour, Rachel, ai-je répondu. Avec la clé de secours, mentionnée dans les documents du prêt, les documents à MON non. La couleur a quitté son visage. Brandon a posé le champagne, confus. De quoi parle-t-elle, Rachel? Rachel s'est reprise, ricanant nerveusement. Je n'en ai aucune idée. Amanda, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement te pointer avant la fête. En réalité, intervint M. Thompson, Mademoiselle Walker en a tout à fait le droit. La maison est légalement à son nom. Je suis Gregory Thompson, service fraude de Northeast Federal Bank. La confusion de Brandon grandit. La maison est à notre nom. On a signé. Non, Brandon, l'ai-je corrigé. Rachel a falsifié ma signature. Elle a volé mon identité pour acheter cette maison, parce que vous ne pouviez pas obtenir ce prêt. La sonnette a retenti, coupant court. Rachel a jeté un regard paniqué vers l'entrée. Ce sont les premiers invités, a-t-elle soufflé. On en parlera plus tard. Bien sûr, ai-je répondu. On en parlera avec tout le monde. Pendant les 20 minutes suivantes, Rachel tenta désespérément de garder l'apparence de l'hôtesse parfaite, tout en me lançant des regards affolés. Les invités arrivaient sans cesse, amis, collègues, voisins, tous extasiant sur la superbe maison et félicitant Rachel et Brandon pour leur réussite. J'ai attendu que la plupart soient là pour passer à l'action. Quand Rachel se trouva entourée d'un groupe d'admirateurs dans le grand salon, j'ai tapé une cuillère contre une flûte de champagne pour demander l'attention. J'aimerais porter un toast, ai-je annoncé, ma voix résonnant sous le plafond ouvert. Au nouveau départ. Les yeux de Rachel se sont écarquillés de panique. Elle a tenté de s'avancer vers moi, mais il était trop tard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amanda Walker, la sœur de Rachel, et je voudrais la féliciter pour sa magnifique nouvelle maison, achetée avec mon identité volée et près d'1 million de dollars de dettes frauduleuses à mon nom. Un silence de tombe est tombé sur la pièce. Le sourire de Rachel est resté figé. Amanda, tu fais une scène, siffla-t-elle. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Au contraire, c'est exactement le moment et l'endroit, ai-je répondu. Je me suis tourné vers les invités abasourdis. Ma sœur a falsifié ma signature sur les documents de prêt, volé mes informations personnelles et ouvert plusieurs comptes de crédit à mon nom pour meubler cette maison. Permettez-moi de vous présenter M. Thompson, de la Northeast Federal Bank, ici présent pour expliquer l'enquête pour fraude. M. Thompson s'est avancé, professionnel et grave. Je confirme que l'hypothèque de cette propriété a été obtenue de manière frauduleuse en utilisant les informations de Mademoiselle Walker. Nous possédons des preuves substantielles, adresse IP, vidéos de surveillance et documents falsifiés. Le visage de Rachel se tordit de rage et de peur. C'est absurde. Brandon, dis-leur quelque chose. Brandon paraissait hébété. Rachel, qu'as-tu fait? Rien. Ils mentent. Elle se tourna vers la foule, adoptant son ton blessé habituel. Amanda a toujours été jalouse de moi. Elle ne supporte pas de me voir heureuse. Maxwell choisit cet instant pour présenter son dossier. Madame Phillips, nous avons vos textos où vous discutez de la façon d'obtenir les données personnelles de votre sœur. Nous avons le reçu de l'atelier informatique où vous avez appris à modifier des PDF. Nous avons votre historique de navigation cherchant comment falsifier une signature électronique et peine pour vol d'identité. La salle était glaciale. Certains invités se dirigeaient déjà vers la porte. « Ne partez pas !» cria Rachel, désespérée. « C'est un malentendu. » À ce moment-là, nos parents sont entrés, s'arrêtant net devant la scène. Ma mère porta une main tremblante à sa bouche. Mon père restait immobile, sévère. « Maman, papa !» Rachel se précipita vers eux. Amanda est devenue folle, elle raconte des horreurs. Le visage de mon père était fermé. « Ce sont des mensonges, Rachel ? Parce que la banque nous a appelés hier pour l'enquête. » La voix de Rachel monta d'un cran, hystérique. « Vous étiez au courant et vous êtes quand même venu. »« Nous voulions voir si c'était vrai, » murmura ma mère. « Nous ne pouvions pas croire que tu fasses ça. » Brandon, silencieux jusque-là, examinait les documents que lui avait donnés M. Thompson. Il leva les yeux, livide. « La demande de prêt, c'est ta signature, Rachel. Je t'ai vu signer. Tu m'as dit que c'était ton compte d'investissement. » La dernière parcelle de sang-froid de Rachel s'écroula. « D'accord. » hurla-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, je l'ai fait. Nous étions noyés sous les dettes, l'entreprise de Brandon coulait,
on allait tout perdre. Alors tu as décidé que je devais tout perdre à la place? Ai-je demandé doucement. Toi, tu as toujours tout eu. Crédit parfait, job parfait, petit ami parfait. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, ai-je rétorqué. J'ai économisé, fait des choix responsables. Rien ne m'est tombé du ciel. On avait juste besoin d'un nouveau départ, implora-t-elle, se tournant vers nos parents. J'aurais tout remboursé quand les affaires de Brandon se seraient redressées. On aurait refinancé à notre nom. Et si ces affaires ne se redressaient jamais? Demanda mon père. Rachel resta sans voix. La voix de Brandon était glaciale. Tu m'as menti. Tu as commis une fraude et tu m'as rendu complice. Tu te rends compte de ce que tu as fait à notre avenir? Les derniers invités filèrent, laissant seulement la famille et les professionnels que j'avais amenés. Rachel se retrouva seule, au centre de la maison de ses rêves, abandonnée par les amis qu'elle voulait tant impressionner. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Brandon à M. Thompson. Cela dépend de mademoiselle Walker, répondit-il, se tournant vers moi. Comme victime, j'avais le choix. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réunions juridiques, de rendez-vous à la banque et de conversations chargées d'émotions. Après le départ des invités et les aveux en larmes de Rachel, M. Thompson exposa les options. Poursuite pénale, action civile, ou restitution privée supervisée. Brandon, toujours sous le choc, se tourna vers moi. Amanda, je te jure que je ne savais pas. Rachel m'a parlé d'un fonds fiduciaire mystérieux, je l'ai cru. Son désarroi semblait sincère. Lui aussi avait été trompé, même si c'était différent. Je ne leur ai pas donné de réponse sur le champ. J'avais besoin de réfléchir, de consulter mon avocate, de digérer mes émotions. Le lundi suivant, j'ai revu Jessica Martinez. Engager des poursuites pénales signifierait presque sûrement la prison pour Rachel, expliqua-t-elle. Une fraude hypothécaire de cette ampleur, combinée à un vol d'identité, c'est 3 à 5 ans ferme, plus restitution. L'idée de ma sœur derrière les barreaux me rendait malade, malgré tout. Et l'action civile? Tu peux réclamer des dommages, la dégradation de ton crédit, le stress émotionnel, les frais que tu as engagés. Le tribunal ordonnerait sans doute la vente de la maison, le produit rembourserait le prêt, le reste te reviendrait. Et si je laisse tomber? Elle secoua la tête, alors tu assumes la dette. Ton crédit est déjà entaché, une saisie empirerait les choses pour des années. Après mûre réflexion, j'ai choisi une voie intermédiaire. Je n'ai pas porté plainte immédiatement, mais j'ai fait préparer le dossier, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de Rachel. J'ai exigé un accord écrit, non négociable. Rachel et Brandon transfèrent la maison à mon nom immédiatement. Ils déménagent sous 30 jours. Ils signent des confessions reconnaissant la fraude et assument la responsabilité de toutes les dettes. Ils suivent un conseil en crédit et une thérapie financière. Rachel n'a plus jamais accès, sans supervision, aux finances de nos parents. Brandon a accepté tout de suite. Rachel a résisté jusqu'à ce qu'il menace de divorcer. Je peux tout perdre à cause de ce que tu as fait, lui dit-il. Mon entreprise, ma réputation, ma liberté. Signer est notre seule chance d'avancer. 2 semaines après la confrontation, nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence stérile du cabinet de Jessica. Rachel ne pouvait pas me regarder en face tandis qu'elle apposait, pour de vrai cette fois, sa signature sur page après page. Je suis désolé, Amanda, murmura-t-elle. Je n'ai jamais pensé à ce que ça te ferait. C'est toujours ça le problème, Rachel, ai-je répondu. Tu ne penses jamais à l'impact de tes actes. Démêler le chaos financier prit des mois. Le banco annula les charges frauduleuses, effaça l'hypothèque de mon dossier. Mon score de crédit, qui avait chuté de presque 200 points, remonta lentement. La maison, cependant, posait un dilemme. Je ne pouvais pas assumer impôts et entretien. Vendre dans un marché bas aurait signifié une perte. J'ai donc décidé de la louer en attendant une montée des prix. Ma relation avec mes parents entra dans un chapitre étrange. Ils luttaient pour aimer 2 filles quand l'une avait trahi l'autre. Les dîners du dimanche étaient désormais gênants. Rachel brillait par son absence. Mes parents évitaient son nom. 3 mois après les faits, à table, mon père avoua « Nous avons échoué avec vous deux. Nous aurions dû arrêter Rachel quand elle était jeune, au lieu d'excuser ses crises. » Ma mère, en larmes, ajouta « C'était plus facile de céder que de la confronter. On ne voyait pas qu'on la préparait à ça. » Leur reconnaissance, tardive, a calmé une partie de ma colère. Ils ont commencé une thérapie pour rompre leur vieux schéma de complaisance. Rachel et Brandon se sont séparés 6 mois après. La tension, les limitations financières et la honte publique ont brisé leur mariage. Brandon a déménagé à Pittsburgh pour relancer sa carrière loin du scandale. Rachel a trouvé un petit appartement et un job dans la vente au détail, son premier emploi stable depuis longtemps.
Nous n'étions plus proches, peut-être ne le serions jamais. J'ai consenti à un contact minimal, email surveillé et visite très encadrée chez nos parents. Daniel est resté mon roc. Le premier anniversaire de la découverte du fraude, il m'a demandé en mariage lors d'un dîner calme à la maison. Tu as fait preuve d'une force et d'une compassion incroyables, dit-il en offrant une bague simple mais belle. J'ai dit oui sans hésiter. Notre engagement symbolisait l'avenir, la construction honnête après la tromperie. Mon rêve de devenir propriétaire fut retardé, mais pas détruit. Le capital issu de la future vente de la maison de Rachel financerait un jour mon vrai chez moi. Daniel et moi avons décidé d'attendre après le mariage pour commencer la recherche, privilégiant notre relation au bien. Le changement le plus profond fut intérieur. J'ai appris à poser des limites, à exiger le respect plutôt que de tolérer la maltraitance, à faire confiance à mon instinct quand quelque chose cloche. La conseillère financière en moi est devenue encore plus vigilante. Surveillance hebdomadaire des comptes, réglage de confidentialité stricte, documents importants dans un coffre-fort. Ces précautions qui semblaient paranoïaques me paraissent désormais prudentes. 6 mois après la confrontation, j'ai reçu une lettre inattendue de Rachel. Contrairement à ses excuses précédentes, elle ne contenait ni justification ni demande de pardon. Elle reconnaissait pleinement l'impact, assumait la responsabilité et exprimait un véritable remords. Je travaille avec ma thérapeute pour comprendre pourquoi j'ai toujours pris ce qui n'était pas à moi, écrivait-elle. Je n'attends pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que j'affronte enfin la personne que j'ai été et que j'essaie de devenir meilleur. Je n'ai pas répondu tout de suite. La lettre est restée sur mon bureau des semaines, le temps que je démarche mes émotions. Finalement, je lui ai envoyé un mot, non pas de pardon, mais d'acceptation de ses efforts et d'un espoir prudent. La récupération devint le thème de cette année-là. Mon score de crédit se rétablit, mes parents se reconstruisirent, Rachel commença à briser ses schémas, et moi, je retrouvai ma sécurité. L'incident m'a appris que l'amour familial n'implique pas de se laisser exploiter. Parfois, le geste le plus aimant est de dire « non » et de le maintenir. 18 mois après la notification qui avait bouleversé ma vie, tout est différent. Daniel et moi sommes maintenant mariés. Nos vœux ont été échangés lors d'une petite cérémonie avec nos proches, Rachel assise discrètement au dernier rang. La maison de Lakeview Terrace a finalement été vendue le mois dernier, remboursant entièrement le prêt frauduleux et me laissant un apport confortable. Daniel et moi avons commencé à visiter des condos plus modestes, réellement à notre portée. Mes parents et moi avons instauré de nouvelles règles. Communication honnête, pas de triangulation, reconnaissance des vérités difficiles au lieu de les balayer sous le tapis. Quant à Rachel, elle poursuit son chemin vers la responsabilité. Elle a terminé un cours de gestion financière et garde son emploi depuis plus d'1 an, un record. Elle vit simplement, dans ses moyens, reconstruisant sa vie à partir de rien. Nous ne sommes pas proches, et ne le serons peut-être jamais, mais une relation prudente subsiste, basée sur ses actes, pas ses promesses. La confiance brisée se reconstruit brique par brique. Brandon a divorcé et s'est éloigné. Son entreprise se redresse lentement dans un nouveau marché où son nom n'est pas entaché. La banque a utilisé mon cas pour renforcer ses protocoles de sécurité des prêts. Monsieur Thompson a été promu chef de la sécurité et m'envoie parfois des nouvelles. Mon score de crédit est revenu à son excellent niveau d'avant. Je reste néanmoins vigilante. Les leçons que j'ai tirées sont plus précieuses que n'importe quel cours de finance. La confiance se mérite. La sécurité financière demande une surveillance constante. Faciliter les mauvais comportements ne sert personne. Se défendre n'est ni mauvais ni égoïste, et la guérison suit son propre rythme. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Rachel et à moi. Peut-être reconstruirons-nous un jour une vraie relation. Peut-être resterons-nous de simples connaissances familiales. Ce que je sais, c'est que je peux aimer ma sœur sans la laisser me blesser. Je suis sur le point de signer mon propre condo le mois prochain. Un petit chez-moi charmant que Daniel et moi pouvons aisément payer. L'apport provient en partie de la vente de la maison acquise frauduleusement, un bouclage de boucles appropriées. La vie ne donne pas toujours des fins parfaites. Elle offre des occasions d'apprendre, de grandir et de choisir de meilleures voies. Ma sœur a pris un prêt de 800 000 $ à mon nom, mais, ce faisant, elle m'a aussi donné quelque chose de précieux, la force de me défendre et la sagesse d'établir des limites saines. Si tu lis ceci et que tu traverses une trahison familiale ou une fraude financière, sache que la récupération est possible. Ton histoire n'est pas définie par les actes des autres. Tu peux reprendre ta narration, ta sécurité et ta paix. Partage tes pensées dans les commentaires. As-tu déjà vécu une trahison similaire? Comment l'as-tu gérée? Aurais-tu confronté ta sœur comme je l'ai fait ou choisi une autre voie? Mets un like et abonne-toi si cette histoire résonne, et envoie-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul face aux dynamiques familiales compliquées. Merci d'avoir écouté mon parcours. Je te souhaite force et sagesse pour le tien.